Aujourd'hui, mercredi 12 octobre, retour sur l'actualité à travers celles et ceux qui en sont les acteurs. Au cours de ce 7-8, les invités, vous entendrez Tatiana Merabé, présidente de l'association 10 fois plus fort. Parents et enfants se retrouvent souvent démunis face aux troubles de l'apprentissage. Elle se propose de les aider à manier les hameaux. Ophélie Muret, présidente de l'association La Divine Comédie. Elle mettra le théâtre à l'honneur dans quelques jours à Saint-Cyr-l'École avec le festival Mort de Rire. Et puis Fabrizio Petrossi, dessinateur de l'écurie Disney. Il était à Buc le week-end dernier lors d'un autre festival, celui-ci dédié à la bande dessinée. Dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, voilà quelques-uns des troubles qui peuvent toucher les enfants et qui laissent les parents démunis. Près de 8% des petits à partir de 2-3 ans seraient concernés selon l'Académie de médecine. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Tatiana Merabé, la présidente de l'association 10 fois plus fort. Bonsoir, et bienvenue sur ce plateau. Vous venez de lancer votre association tout simplement parce que votre fille, Noémie, 10 ans, est dyspraxique. Elle souffre de troubles du développement moteur et des fonctions visio-spatiales. Et c'est donc votre expérience personnelle qui a poussé à la création de cette association toute jeune. C'était au mois de juillet dernier. On va revenir tout d'abord sur votre expérience personnelle. Comment a été diagnostiquée la dyspraxie de votre fille ? À partir de ce que l'on a vu à l'école et puis à partir aussi de ce qu'on a vu nous quand elle évoluait à la maison. Au bout d'un moment, on a commencé à faire des bilans chez une psychomotricienne, ensuite un bilan orthoptique, ensuite on a fait ce qu'on appelle un QI, un bilan psychométrique. Et au fur et à mesure de ces bilans, eh bien, nous sommes montés à d'autres diagnostics plus poussés sur Mignot. Et à partir de là, le neuropédiatre a diagnostiqué une dyspraxie visio-spatiale pour Noémie. En général, c'est difficile à diagnostiquer. Oui, il faut que ce soit établi par un professionnel, un neuropédiatre, mais qui a besoin en fait de l'ensemble des différents diagnostics, mais aussi des bilans aussi des enseignants, de ce qu'ils ont repéré, pour pouvoir vraiment cibler là où il va devoir chercher. Et ensuite, pour aider, pour vous accompagner, et puis pour aider Noémie, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est compliqué ? C'est difficile parce qu'on pense que le diagnostic est l'étape ultime, et non, en fait ce n'est que le début d'un long parcours où il va falloir faire reconnaître le trouble auprès de l'école pour que différentes compensations, d'outils de compensation soient faits pour qu'elle puisse suivre sa scolarité, car ce sont des enfants intelligents, on le dit et on le répète. Il suffit juste en fait d'adapter l'ensemble des supports pour qu'ils puissent suivre à l'école. Et donc, quand on a le diagnostic, il faut ensuite que l'enfant soit accompagné en dehors de l'école par différents spécialistes pour qu'ils puissent apprendre à apprendre avec ceux qu'ils sont. Le but de cette association, c'est justement de venir en aide aux parents qui, comme vous, se sont retrouvés, une fois le diagnostic posé, face à un désert, en fait, tout simplement, d'un accompagnement difficile. Isolé. Donc, l'association 10 fois plus fort est née justement de l'initiative de parents et d'enseignants qui, sensibilisés par les enfants et adolescents qui ont des troubles des apprentissages, ont décidé justement de se regrouper et de leur donner des moyens de les accompagner, de les aider, de les outiller, tant pour la vie scolaire, mais aussi dans leur vie sociale, parce que souvent dans les salles d'attente, chez les spécialistes, c'est là qu'on se rencontre et on est complètement, effectivement, isolé et démuni. L'association est installée à Manille-les-Hameaux. Vous proposez des ateliers créatifs, des accompagnements pour former aussi à tout l'aspect numérique, parce que les ordinateurs sont d'un grand secours pour eux. Sont un grand secours pour les enfants dyslexiques, dyspraxiques. C'est vrai que l'écriture, la lecture est un lourd handicap. Et pour mettre en mots tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est vrai que le numérique est un outil incontournable. Encore faut-il, quand vous faites un dossier auprès de la MDPH, vous avez du matériel, mais il faut savoir que tous les soins, toutes les personnes qui interviennent, certaines ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale, et donc un ergothérapeute, une psychomotricienne, et vous avez beaucoup de familles qui, face à tous ces frais, ne peuvent pas outiller les enfants convenablement. Donc nous, on propose effectivement d'aider, d'accompagner ces familles en créant des ateliers numériques, en prêtant aussi des ordinateurs, mais c'est aussi à travers des ateliers créatifs redonner de l'estime et de la confiance à ses enfants. C'est aussi ouvrir des groupes de parole pour les enfants et pour les familles pour se retrouver un dimanche autour d'un café et discuter, mettre des mots, échanger sur tous les parcours pour aussi finalement être
plus fort quand on est tous regroupés par les enfants et les familles. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils pour aider ces enfants, aider leurs parents, mais aider les enfants contre l'échec scolaire, sur la question de cet échec scolaire. La mauvaise nouvelle, c'est peut-être que les pouvoirs publics n'ont pas saisi l'ampleur du problème. Ça commence à bouger, hein. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans les écoles. Après, il faut que la formation suive. Et puis, il faut aussi aider aussi un certain nombre de familles qui, elles, n'ont pas forcément cette culture scolaire. Parce que les troubles des apprentissages, ça peut être aussi quelque chose de discriminant pour beaucoup de familles. La discrimination, c'est ça aussi qui est important. Il faut, pour l'enfant aussi, qu'ils ne se retrouvent pas isolés, et puis pour leur famille. C'est changer le regard du handicap, en fait, sur ces enfants, mais aussi sur ce qu'ils peuvent apporter, enfin, dans la société aussi. C'est vraiment ces valeurs aussi qui sont véhiculées au sein de l'association. Et si vous voulez en savoir plus, il y a une journée portes ouvertes qui est prévue dimanche 16 octobre de 14h à 18h. Ce sera à l'Estaminet. Comment ça va se dérouler cet après-midi, tout simplement? Eh bien, les différents intervenants vont proposer différents ateliers. Je sais qu'on a une enseignante spécialisée qui va proposer des ateliers sensoriels pour expérimenter comment on lit comme un dyslexique, comment on écrit comme un dyspraxique. Serge, qui est notre intervenant numérique, va proposer différents jeux et montrer comment finalement l'apprentissage du clavier peut se faire. On a Cathy qui va proposer aussi des ateliers créatifs sur la petite boîte à bonheur pour redonner d'estime. Et puis ensuite, un grand goûter sera proposé, préparé par les Amis de l'Estaminet, notre association de Magny. Et donc on finira la journée avec un café, un goûter et beaucoup d'échanges autour de ces familles. Merci beaucoup. Je redonne le nom de votre association, 10 fois plus fort. C'est à Magny-les-Hameaux et les portes ouvertes le 16 octobre à l'Estaminet. Merci à vous. Merci. Nous ouvrons une page culture à présent avec du théâtre. Le théâtre qui sera à l'honneur ce week-end à Saint-Cyr-l'École, vendredi jusqu'à dimanche, se tiendra le festival Mort de rire. C'est au théâtre Gérard Philippe. C'est déjà la 3e édition. 5 troupes amateurs vont se produire avec différents spectacles, comiques forcément. On écoute Ophélie Muret, c'est la présidente de l'association La Divine Comédie et c'est elle qui organise ce festival. C'est un festival de théâtre amateur qui regroupe plusieurs troupes des Yvelines et de la France entière et qui permet de faire connaître un peu le théâtre et dans un cadre différent du théâtre classique qu'on peut apprendre à l'école ou voilà, puis pouvoir promouvoir l'activité théâtre dans toutes ses formes et notamment la comédie. Alors comique, attention, ce n'est pas des grands éclats de rire. On a du théâtre classique aussi, hein, avec une pièce de Molière, Georges Dandin, mais qui est une pièce qui est une vraie comédie classique. Et on a aussi de la comédie médiévale, et puis du théâtre de boulevard, où là, oui, c'est des plus grands éclats de rire. Mais pourquoi Mort de rire? Parce que c'est au moment de la Toussaint, et donc c'était pour faire un petit jeu de mots avec ce moment. L'objectif, c'était de pouvoir se diversifier, accueillir des troupes venues d'un peu partout, puisque c'est frustrant quand on est du théâtre amateur, de monter une pièce et de jouer une fois et après terminer. Là, ça permet de se faire connaître et de pouvoir jouer plusieurs fois une pièce en particulier et d'échanger entre les troupes. Le vendredi soir, on a un premier spectacle. Le samedi après-midi, on a un spectacle à 14h avec une troupe de Jouy du 28, une troupe à 17h qui vient de Versailles et une troupe à 21h, une troupe qui nous vient de Toulouse et une troupe le dimanche à 15h pour un nouveau spectacle. À chaque fois, c'est un spectacle différent et une pièce différente. La troupe de Saint-Cyr, donc la Divine Comédie, qui jouera le dimanche après-midi à 15h, présentera Hors piste aux Maldives, une pièce d'Éric Delcourt. Donc là, c'est une vraie comédie, théâtre de boulevard, avec des amis qui se retrouvent sur une île déserte. Et c'est un peu le règlement de compte entre tout ce petit groupe d'amis. C'est du spectacle tout public. On n'a pas réussi cette année à trouver un spectacle jeune public, malheureusement, mais c'est ouvert à tous, hein. Je dirais aux enfants à partir de 8 ans, voilà, jusqu'à... voilà. Droit d'entrée, donc 8 € la place pour les adultes, 4 € pour les enfants, et le pass festival à 25 et 15 € respectivement pour assister à tous les spectacles et voter pour le spectacle et assister à la remise des prix qui aura lieu le dimanche. Rendez-vous tout le week-end, on offre un petit cocktail à l'ouverture du festival le vendredi soir, et voilà, venez découvrir le théâtre, venez découvrir la comédie au théâtre, et il y en aura pour tous les goûts.
Nous terminons avec la 23e édition du Festival de bande dessinée à Buc. C'était le week-end dernier. À cette occasion, nous avons rencontré l'un des dessinateurs présents, Fabrizio Petrossi. Il est le dessinateur des personnages du monde de Disney depuis 20 ans, un héritage qu'il transmet puisqu'il participe également à la formation des jeunes dessinateurs de l'école Disney. Il était au micro de Nicolas Kirilovitz. Je travaille avec les personnages Disney, surtout les personnages ce qu'on appelle les standards caractères, c'est-à-dire les personnages de la famille de Mickey, Donald, Dingo. Et je travaille avec ces personnages depuis 22 ans. J'ai commencé en Italie les années 90 dans le magazine Topolino, qui est très connu en Italie, qui est très populaire. Et ensuite, j'ai été embauché dans les studios Disney à Paris, où je travaillais pendant 10 ans. Donc j'ai plusieurs possibilités de travailler avec ces personnages, soit dans l'édition, soit dans le merchandising, soit pour le parc, un peu pour tout. J'avais une qualité plutôt dans le dessin humoristique et cartoon plutôt que dans le dessin réaliste. Donc finalement j'ai choisi, j'ai commencé à regarder la tradition de bande dessinée franco-belge comme Astérix, Maurice et en même temps Disney. Donc j'étais passionné par les deux. Et c'est pour ça que j'ai pensé que le Disney c'était quand même un style de dessin qui était beaucoup plus proche de moi. Il y a deux différents types de publics. Il y a les enfants et les nostalgiques. C'est-à-dire il y a les enfants qui achètent toujours Journal Mickey ou d'autres collections Disney actuelles. Et à côté de ça, il y a aussi les fans, les gens qui ont connu Disney quand ils étaient tout jeunes. Donc il y a une bonne partie parce que dans la collection que je dédicace aujourd'hui, il y a beaucoup d'intégrales de différents auteurs comme Karl Barks ou Gottfredson qui sont des auteurs du passé. Donc ces gens-là, ces albums-là sont toujours achetés par des fans, par des nostalgiques. La plupart des gens me demandent de dessiner soit Picsou, soit Donald, soit Mickey. Ça, c'est les trois personnages qu'on me demande de dessiner le plus souvent. Après, ça peut arriver qu'on me demande des personnages qui sont un peu plus secondaires, on va dire, comme Dingo, Pluto, Minnie. Oui, les filles demandent pas mal de Minnie. Les filles, en général, soit Daisy, soit Minnie. Les enfants, pour eux, c'est de la magie. En fait, quand il y a un personnage qui se crée dans les mains d'un dessinateur, pour eux, c'est pas un dessinateur, c'est un magicien. Et donc, ça se voit dans leurs yeux, cet émerveillement par rapport à ça. Merci de nous avoir suivis. C'est donc la fin de cette édition du 7-8 Les Invités. 7-8 Les Invités qui reviendra demain avec notamment Nicolas Boers. C'est un ancien élu du Front National. Il siège dans l'opposition à Elancourt et il dénonce aujourd'hui la mise à l'écart dont il serait l'objet par les instances nationales de son parti. Très bonne soirée.